Ce cours est consacré à la circulation de l'argent dans le processus de distribution du transport aérien. Il se focalise principalement sur les compagnies aériennes régulières de passagers. Les transporteurs dits low cost mettent en œuvre des circuits plus directs pour encaisser leurs revenus et ne sont pas vraiment en mesure d'utiliser le réseau de distribution des compagnies traditionnelles. La circulation de l'argent pour les compagnies de charter et les compagnies cargo est également différente. Avant de débuter ce cours, il faut bien comprendre que le transport aérien fonctionne avec les mêmes règles dans chaque pays et que les compagnies aériennes échangent entre elles des revenus. Cela s'appelle l'interline. Une fois conscient qu'il y a environ 900 compagnies aériennes régulières et 120 000 agents de voyage, répartis dans 200 pays manipulant près d'une centaine de devises différentes, vous comprendrez pourquoi la circulation de l'argent au sein du processus de distribution est complexe. Enfin, il faut savoir que peu de dirigeants exécutifs des compagnies aériennes sont parfaitement familiers avec ces mécanismes. Et s'ils ignorent d'où vient l'argent de leurs revenus et comment il circule, ils ne sont pas en mesure de prendre les bonnes décisions commerciales et risquent par conséquent de perdre de l'argent. Mais assez de considérations générales. Passons au cœur du sujet. Avant de parler d'argent, il faut comprendre comment le produit transport aérien est délivré au client. La question qui s'ensuit est: comment le montant payé parvient-il au bon endroit? C'est pourquoi nous devons répondre à deux questions basiques. Comment le produit transport aérien atteint-il le client? En d'autres termes, comment le client achète-t-il un siège dans le bon avion pour se rendre à la bonne destination au bon moment? La seconde question est: comment l'argent versé par le client parvient-il à la compagnie dans les bons délais? Cette question a l'air simple, mais elle ne l'est pas vraiment. Dans plusieurs situations, l'argent suit un parcours peu orthodoxe et cela peut avoir de lourdes conséquences sur l'économie du transporteur concerné. Il y a trois circuits de distribution parfaitement identifiés. Le premier est le circuit de réservation. En d'autres termes, comment le client réserve une place sur un vol de son choix. Le deuxième est le circuit d'achat. La réservation est en général un acte gratuit. Il faut donc ensuite transformer cette réservation en un contrat de transport matérialisé par un billet et donc un paiement. Enfin, le troisième circuit est le circuit de transport, qui conclut le processus. Le client voyage effectivement et le transporteur est payé. Commençons par le commencement. Comment un client peut-il atteindre le produit d'une compagnie et comment une compagnie peut-elle atteindre ses clients? Pour réserver un siège et acheter son billet afin de se rendre à destination, un client a deux options: s'adresser à une compagnie aérienne ou bien s'adresser à un agent de voyage agréé. Il peut les atteindre par différents canaux: Internet, téléphone, applications mobiles, messagerie électronique, etc. De nombreux pays exigent que les agences de voyage soient titulaires d'une licence pour attester de leur capacité technique et de leur solvabilité financière. La protection du client est en effet une considération permanente des États. Avant d'acheter un billet, il faut d'abord s'assurer de la disponibilité d'une place à bord. C'est pourquoi la première étape avant l'achat est d'effectuer une réservation sur un vol donné. Abordons maintenant le premier circuit de la distribution, le circuit de réservation. Chaque compagnie dispose d'un système d'inventaire dans lequel sont enregistrées toutes les informations relatives à son programme de vol, à l'utilisation de ses avions et à la configuration commerciale des cabines de ses appareils. C'est dans le système d'inventaire que sont enregistrées toutes les réservations, quel que soit le moyen pour y parvenir. Ce système s'appelle HOST ou CRS, Computer Reservation System. Nombre de CRS sont apparus dans les années 70 avec les possibilités offertes par l'accroissement de la puissance des calculateurs commerciaux. À cette époque, chaque compagnie avait à cœur de développer son propre CRS. Alpha 3 pour Air France, BABS pour British Airways, Start pour Lufthansa, Panamac pour Panam. Il y avait au total plus de 200 CRS différents. Certaines compagnies aériennes utilisaient le CRS d'une autre compagnie.
Par exemple, la compagnie Binter Canarias utilisait celui d'Iberia, appelé Resiber. Tunisair utilisait le système Alpha 3 d'Air France. Jusqu'au Deregulation Act américain de 1978, toutes les compagnies aériennes avaient connecté leur CRS avec les agents de voyage de leur pays respectifs. Chaque CRS était accessible gratuitement, avec une réciprocité, aux autres compagnies aériennes, mais cet accès n'était pas neutre. La priorité n'était accordée qu'aux transporteurs qui avaient installé leur CRS. Lorsque la dérégulation est apparue aux États-Unis, puis progressivement dans le monde entier, sans parler des accords dits de ciel ouvert, le besoin d'un outil neutre est apparu. C'est pourquoi des systèmes globaux, les Global Distribution Systems ou GDS, ont été créés. Mais l'utilisation d'un GDS n'est pas gratuite, de l'ordre de 5 à 6 dollars par segment. C'est donc un énorme marché pour les GDS. Les grandes compagnies aériennes ont donc créé leur GDS. Air France, Lufthansa, Iberia et Continental ont créé Amadeus. British Airways, Alitalia, Swissair et United ont créé Galileo. American Airlines a créé Sabre. Northwest Airlines et Delta ont créé WorldSpan. Certains transporteurs d'Asie ont développé Abacus. Certains GDS se sont développés dans un seul pays, comme Gemini au Canada, Access au Japon ou TravelSky en Chine. Après quelques années de réussite, les GDS ont développé des systèmes d'inventaire performants et les compagnies aériennes ont transféré leur inventaire dans les grands GDS. Les fondateurs des GDS ont peu à peu vendu leur part sur le marché ou à des fonds d'investissement. Certains GDS ont aussi fusionné pour se consolider. Le paysage est aujourd'hui le suivant. 3 acteurs majeurs. Sabre, Travelport, qui résulte lui-même de la fusion de Galileo et de WorldSpan, et Amadeus. Quelques gros opérateurs, TravelSky en Chine et Abacus pour le sud-est asiatique. Quelques acteurs nationaux, Gemini pour le Canada, Access pour le Japon et Sirena pour la Russie et les pays de l'ex-CIS. Soyez très attentifs en regardant ce schéma. Dans la partie supérieure apparaissent les systèmes d'inventaire de chaque transporteur, qu'ils soient gérés par un GDS ou par tout autre moyen. Ces systèmes d'inventaire sont connectés à chaque GDS. Les GDS sont installés dans les agences de voyage. Chaque agence de voyage dispose normalement d'un seul GDS. Si un système d'inventaire n'est pas connecté à un GDS, la compagnie ne peut être distribuée par les agents de voyage équipés de ce GDS. Il y a plusieurs types de contrats entre les compagnies aériennes et les GDS. Au niveau de base, le contrat ne repose que sur une facturation variable. Pas de réservation, pas de paiement. C'est pourquoi il n'y a aucune raison pour qu'une compagnie aérienne ne soit pas connectée à chacun des 5 GDS majeurs. Pour résumer le circuit de réservation, le client peut s'adresser directement à la compagnie aérienne de son choix par tout moyen disponible. La compagnie va se connecter directement à son propre inventaire pour la réservation du billet. Ou bien, le client peut s'adresser à une agence de voyage. L'agent de voyage crée la requête du client dans son GDS. Le GDS transmet la requête au système d'inventaire de la compagnie aérienne qui le traite en temps réel.